J'ai immédiatement reconnu la ferme. Elle était... Moi, j'arrivais par en dessous. Il y avait vraiment une petite grimpette à faire pour l'atteindre. Située sur le plus haut plat de cette petite colline, en m'approchant, je découvrais lentement, progressivement, le sommet des montagnes suisses. J'ai même pu apercevoir, au fond, mais gêné par des nuages, une partie du Mont Blanc. C'était bien ça. Il est passé ici, il empruntait cette route-là, ce sentier, ce chemin. Terre battue, il faisait très chaud. Il avait son casque à la main. Il traînait son flingue. Moi, à ce moment-là, il ne le traînait pas. Il est arrivé là. Voilà l'entrée. Les deux pierres dressées. Oui, c'est tout à fait ça. Il est rentré dans la cour. Il a vu la ferme. La petite fenêtre là, à droite, juste à côté de la porte, comme toutes les fenêtres ici dans la montagne, toutes petites, 4 petites vitres. Ouais, la porte est ouverte. À ce moment-là, elle n'était pas vraiment ouverte. Il a traversé la cour. Il a regardé un peu au fond. Il y a les montagnes là-bas. Là-bas, c'est... Ah, quoi qu'on dise, c'est la liberté. Il s'est approché de la porte. Il n'a peut-être pas hésité. Il l'a poussée. Il a eu du mal à regarder à l'intérieur de la pièce. C'est vrai, c'est noir. Ça a dû changer. Enfin, ça a dû changer. C'est inhabité complètement depuis des années ici. Ça sent mauvais. La petite fenêtre est là. C'est à cette fenêtre que se trouvait le paysan. Je me suis approché de la fenêtre. J'ai retiré d'un doigt toutes les toiles d'araignée qui empêchaient la lumière de mieux rentrer. Oh, personne n'a vécu là-dedans depuis plus de 10 ans. Je me suis un peu penché. La fenêtre était basse. J'ai regardé en direction des pierres dressées. Oui, j'aurais pu voir entrer un homme, tenant un casque à la main et son flingue. Il serait approché. La porte, il aurait poussé la porte. Je l'aurais vu, un soldat. Le soldat, lui, il est là, là où je suis. Il s'est fait à la pénombre. Il voit que la maison est habitée. Il n'a pas vu dans la cour ni de poule, ni de chien. Il est certainement étonné. Il se demande, cet homme-là, c'est... Il espère que c'est un paysan. Il le détaille en vitesse. Vieux pantalon, des grolles qui ne tiennent plus. Sans doute une chemise dégueulasse, pas rasée. Un peu vieux. Il n'a rien à craindre. Ça va. Il a pris la bonne direction. Il voit la table. Il voit le banc. Il pose le casque sur la table. Le banc. Je m'assieds. Je suis sur le banc. Je pose moi aussi mes 2 coudes sur la table. Je tâche de trouver ma cigarette. Ouais, ça y est, je sors une cigarette. Et puis un briquet. Je mets la cigarette entre mes lèvres. J'allume mon briquet, j'aspire. Je relâche la fumée. Je regarde en direction de la fenêtre. Je vois l'autre. Il est là, il me regarde. Comment est-ce que je peux lui dire « Je ne vous ferai pas de mal » ? Comment est-ce qu'il me croira ? Je suis pour lui un soldat. Je ne peux faire que du mal. Je dois le rassurer. Je veux passer en Suisse. J'ai été emmené partout. Je n'en peux plus. Je ne sais pas si je regrette. Je ne sais rien. La seule chose que je sache, je veux un peu manger et un peu boire. Et me mettre en route pour la Suisse. Je veux ce soir, très tard, être en Suisse. Je sais qu'il y a moins de 15 kilomètres pour arriver en Suisse. Je dois marcher juste à la tombée du jour.
Je vais jeter mon fusil, je vais jeter mon casque. Si j'étais sûr, je jetterais mes vêtements. Je ne voudrais plus d'uniforme. Je voudrais passer en civil pour aller en Suisse. Je risque sinon de me faire arrêter. Mais je ne peux pas m'expliquer avec le paysan. Il me regarde, il se demande qu'est-ce que je fais. Je devrais lui tendre une cigarette. Lui dire... ja, bitte. Wollen Sie eine Zigarette? Bitte. Je ne peux pas lui dire bitte. Je ne sais pas dire bonjour en français. L'autre me regarde. Je lui fais signe de la main. Je serre mes doigts et je les dirige vers ma bouche. Je voudrais manger. S'il vous plaît, je voudrais manger. Il a compris. Il se retourne. Il ouvre le placard. Je me lève, je vais vers le placard, j'ouvre le placard. Il y a une poêle. Je prends la poêle, je la mets sur le feu. Je fouille dans un coin du placard. Je cherche des œufs. Il n'y a pas des œufs, mais je trouve des œufs quand même. C'est des œufs qui sont très légers, sans coquille, sans rien. Je les prends, je les casse, tac, je les jette dans la poêle. J'ai allumé avant mon feu, ça marche très bien, très fort. J'ai jeté du foin et de la paille pour que ça aille très vite. Pour que le soldat, il foute le camp. L'omelette est prête. J'ai jeté du lard. Oui, j'ai jeté du lard dedans. Je la balance sur la table. Il y a le soldat qui me fait signe avec son pouce. Je veux boire. Je mets la main, je le quitte pas de l'œil. J'ai toujours peur qu'avec son flingue, il m'en foute un coup. Je trouve une bouteille, puis je trouve un bout de pain. Je lui balance le bout de pain sur la table, puis je mets la bouteille. Je lui jette un verre. Je reprends ma place près de la fenêtre. Qu'est-ce que je fais? Je reste là, je vais pas attendre 107 ans. Quand il aura fini de manger, quand il aura bu, il prendra son flingue et il me tirera dedans. Il est certainement pas tout seul. Il y en a des centaines et des centaines tout autour. Oh, c'est des salauds. Moi, je mange. Je trouve l'omelette très bonne. Il faudrait que je lui dise « Sehr gut ». Je peux pas lui dire « Sehr gut ». Il va faire un saut, il va avoir peur. L'allemand, c'est une langue qui fait peur. Je devrais lui dire « Gut ». Gut. Il va jamais comprendre ce que ça veut dire. Gut. Je vais y faire comme pour les enfants. Je vais lui dire « Niam, niam ». Il va croire que je me moque de lui. Son vin, il pique, il est bon. Ça fait des semaines que j'ai pas bu une goutte de vin. Les œufs sont bons, le lard est fort. Le pain est sec. Comme tout est bon. Comme tout est simple. Je reprends une cigarette. Je vais lui entendre une. Je fais signe et je dis « Cigarette ». Moi, je quitte ma fenêtre. Je m'approche de la main. J'ouvre mes doigts. Je prends la cigarette. Mais je ne la fume pas. Je la garde dans mes doigts. Je la mettrai peut-être sur mon oreille. Ou je la mettrai peut-être dans le placard. Pendant ce temps-là, le soldat y fume. Il a étiré ses pieds. Il est un petit peu plus voûté. Il est fatigué. Je voudrais qu'il foute le camp. Et il part pas tout de suite. Il termine complètement le vin. Il est peut-être sous. C'est là qu'il va se retourner, puis il va me dire « Oh les mains ». Il va peut-être me dire autre chose, et puis je vais pas le comprendre. Puis je vais recevoir une balle, et puis j'aurais pas compris qu'il allait tirer. J'aurais dû foutre le camp. Par l'autre porte, je pouvais aller vers les vaches. Puis c'était fini, il m'aurait pas retrouvé. Il aurait fait lui-même son omelette. Je le regarde et je me demande qu'est-ce qu'il a à réfléchir à rester planté comme ça près de sa fenêtre. Moi maintenant je dois partir. Je vais aller me cacher dans des buissons. Je sais que Bellegarde est une grande ville, que je dois la contourner. Je dois passer près du Rhône. Il y a le Rhône là-bas. Il y a une voie ferrée.
C'est par la voie ferrée que je vais partir. C'est là que, s'il y a un peu de chance et qu'un convoi ralentit, je peux sauter. Si il n'y a pas de convoi, je marche sur la voie ferrée. La nuit, je dois pouvoir passer. C'est seulement en Suisse que j'aurai des problèmes. Ici, c'est pas des problèmes. Ici, c'est essentiel, dramatique. Mein Gott. Je me suis levé. J'ai pris mon casque. J'ai pris mon fusil. Je suis sorti. J'ai entendu derrière moi. L'homme marchait. Arrivé au milieu de la cour, pour bien lui montrer qu'il n'y avait rien à craindre avec moi, et puis que ça m'encombrait maintenant, j'ai jeté le casque, et puis j'ai fait encore un pas ou deux, et avec mon fusil j'ai fait un grand moulinet, et je l'ai envoyé se balader dans le haut, sur le toit. Il a glissé, puis après j'ai plus rien entendu. J'avais plus de grenades, j'avais plus rien. J'étais presque libre. Je l'ai regardé. Il m'a fait signe de le suivre. Je le suis. Je ne sais pas pourquoi je le suis. Il va sûrement me dire, faut pas passer par là. Par là, tu vas te faire prendre. Passe par là. Et puis je vois avec sa main, il me fait un signe. Ça ondule comme une couleuvre. Ça veut dire, faufile-toi entre les arbres et les buissons. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Moi, je lui ai fait signe de la main, pas du tout pour qu'il s'imagine qu'il allait pouvoir se débiner comme ça. J'ai pris la hache qui était là. Je lui en ai foutu un coup, ça a craqué. Il est tombé. Il a un peu gigoté. Aïe. Un de moins. Un de moins. Je suis revenu dans la maison. J'ai regardé. J'ai fait plus que de photographier. Je me suis demandé où étaient les indices du dessin. Est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose à chercher là? Est-ce que je devais revenir ici? Est-ce que j'ai eu raison de monter jusque-là? Le plancher ne tenait plus. Tout était vermoulu. Mais il y avait la table et le banc, comme il avait dit. La cuisinière était complètement rouillée, cassée, enfoncée dans le plancher. La poêle existait. Ouais. Il n'y avait pas de pinard, bien sûr. Il n'y avait plus de pain. Depuis longtemps, il avait été bouffé par les rats. Est-ce que le flingue, il est encore là-haut, piqué dans du foin? Et le casque du type. Puis qu'est-ce qu'il a fait du corps, ce fumier-là? Il l'a enterré, puis personne n'a jamais su où il était. Pas sûr. Il a peut-être fait le mariole. Il est descendu au plan d'automne, et puis il a dit « j'en ai chopé un ». Et puis il a dit qu'il s'était battu avec. Et puis qu'au dernier moment, quand il allait tirer, il a réussi à lui foutre un coup de hache. Ouais, c'est quelque chose dans ce goût-là qu'il est allé raconter. Ouais. Je me suis rassis à la table. Ouais. La part de haine que les hommes ont en eux, faut pas y toucher. Dès qu'on y touche, ça s'enflamme. Et la part de haine que d'autres hommes ont eue en eux, chez certains, on peut y toucher. Ça s'éteint. Là, ce sont deux haines qui se sont rencontrées. Deux haines contraires. Mal joué. Le dimanche, le 12 décembre, tout était blanc. La neige avait commencé à tomber sur la cour. C'était ça, le halo autour des lampes.
Je suis arrivé vers Cécile, je lui ai dit, écoute, petite surprise, il y a une toute petite pellicule de neige. Elle a poussé un cri, je lui ai dit, c'est sans doute rien, je m'habille, je vais voir Dupont. Je lui ai demandé, cette neige-là, c'est quoi? Ça va tomber? Je mets la voiture là-haut, qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a dit, oui, vas-y, demande-lui. Mon Dieu, on peut plus partir. On peut partir. Ils vont faire le déménagement à la main, c'est tout. Dupont m'aidera, Marius m'aidera. On va pelleter, on va leur faire un beau chemin, ils vont se mouiller un peu les pattes, mais écoute, c'est pas terrible. Je suis allé voir Dupont, il était de très bonne heure. Dupont était réveillé, il m'a dit, alors vous avez vu? Je dis, ben oui, c'est pas malin, vous vous êtes trompé. Non, ça va fondre dans la journée, ça. C'est pas de la neige. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est quand c'est tout blanc comme ça, puis qu'il y en a 2-3 centimètres? Non, c'est pas de la neige. C'est du givre qui est tombé comme ça. C'est le givre du matin. Il y aura encore du soleil aujourd'hui. Demain, ça passe. Je vous dis que ça va. Admettons que vous ayez raison. Si ça va, bon. Mais si ça va pas, vous m'aidez à pelleter. Oui, oui. Même Camille a dit, demain je resterai là. J'irai pas au boulot. On lui fera son chemin comme un billard. À ce moment-là, on a toqué à la porte. Marcel a dit oui, rentrez. Ah, c'était Marius. Ah, t'es là, dis donc, t'as vu? Ah, c'est la merde, il y a la neige. Marcel a dit non, non. C'est rien, c'est du givre. Oui, je me suis demandé, ça craque. Ça craque, c'est du givre. C'est de la neige givrée, mais ça retombera pas, ça. Il fait un peu trop froid. Ah, bon Dieu, pourvu que ça se réchauffe pas. Si vous dites qu'il y aura du soleil. Oui, mais le soleil va faire se lever tout ça. Bon, Marius, j'étais en train de demander à Marcel si demain matin il y avait de la neige. Le camion ne peut pas descendre. Il sera là à 8 heures. Lui me donne un coup de main. Son fils me donne un coup de main. Moi, je le fais aussi. Toi et les fils, vous venez. À 7 heures, s'il y a de la neige, on gratte tout. On fait, comme a dit Marcel, un billard. Oui, tu peux compter sur moi. Oh bah dis donc, Cécile, elle va être dans tous ses états. Tu as raison. Et Cécile, ça c'est une tuile au dernier moment. Mais je vais lui apprendre la bonne nouvelle. Je vais dire la bonne parole, c'est Marcel qui la tient. Et il n'y aura pas de neige. Sûr, hein? Il n'y aura pas de neige. Je les ai quittés, je suis descendu en courant, j'ai fait une belle dérapage, je suis tombé sur mon cul, je me suis redressé, je rigolais comme pas un. Cécile, terminez la neige dans la journée, elles font. Demain matin, le camion descend jusque là. Il t'a dit ça? Il m'a dit ça. Puis il y avait même Marius. Puis Marius, il en a convenu, c'est pas de la vraie neige, ça craque. Ce serait un petit peu de neige qui se serait fait geler. Enfin, ça, c'est leur cuisine. Hein. J'en crois pas un mot et pourtant j'y crois beaucoup. On s'est mis à regarder le ciel. À 9 heures, à 10 heures, c'était toujours gris. Ça ne tombait plus. Mais c'était gris. À midi, le gris était toujours là. Et puis quand je sortais, je regardais dans la direction de Breno. Breno vers le nord, puisque c'était de là que venait le froid. Ça s'éclaircissait pas du tout. À 2 heures de l'après-midi, le miracle. Le soleil qui est arrivé. Il a fait fondre en l'espace de 1 heure. Mais il était fort. Un soleil de décembre, ça se dit. Attention, Noël au balcon, pas cotisant. On prend des coups de soleil hein, à Noël. Ah oui. Ah, tu vois, Marcel avait raison. Ah, si le soleil ne se couchait pas à 4 heures, il n'y aurait même pas eu de verglas. Parce que là, ce qui est en train de fondre, s'il y a un petit coup de gel dans la nuit, ça va faire du verglas. Mais je m'en fous, j'ai un stock de cendres, là. Je l'avais prévu depuis un bon moment et je les avais gardés. J'en mettrai dans le chemin. Un gros camion comme ça peut pas glisser. Dans la soirée, j'ai jeté de la cendre. Le ciel était redevenu tout clair. On voyait toutes les étoiles. Il y a eu un tout petit coup de sonnette. J'ai dit à Cécile, ça, mon billet, c'est Marcel. J'ai ouvert la porte. Ça marche, il a dit, ça marche. Oui, j'ai vu, ça marche, c'est beau. Bon, rentrez une seconde. Non. Demain matin, tout est sec, soleil. Et je vais vous dire, demain soir, ça neige. Ah bon? On part à 2 heures, à 2h05, ça neige. Oh, pas loin. Il est reparti. Il avait plus de 70 ans. Il courait comme un gamin en remontant. Et la cendre que j'avais mise crissait sous ses chaussures. Il crissait et le faisait même un peu glisser.
Il s'est retourné, il savait que je le regardais. « Rentrez, rentrez, attrapez pas froid !» Ça, la dernière nuit, Cécile n'a pas dormi, j'ai pas dormi, Stéphane n'a pas dormi, Scotty n'a pas dormi. Seul problème, Stéphie n'a pas pissé. Cécile me disait, s'il ne pisse pas demain matin, il ne pourra pas tenir comme ça. Mais la spécialité de Stéphane, c'était effectivement, il devait avoir une énorme vessie, de pouvoir contenir un bon moment. C'était pas la première fois qu'il retenait comme ça. Scotty, oui, dans la matinée, il a fait sa petite chose. À 8 heures, j'ai ouvert la porte du garage. J'ai sorti la voiture, je l'ai mise sur la place. J'ai regardé, elle était très chargée. Si j'avais dû rouler la nuit, j'aurais avalé tout le monde. Mais comme on allait voyager en plein jour, je n'arriverais que sur 10 heures, mais sur les petites routes là-bas, je ne ferais pas de mal. Ça tiendrait, pourvu que je crève pas. La roue de secours était sur le toit. J'aurais du mal avec un cri à soulever tout ça. Si je crève 2 fois, je suis foutu. Mais j'ai jamais crevé, je vais pas crever maintenant. Je suis redescendu à la maison. À peine j'étais à la maison que j'entendais le gros moteur du gros camion. J'ai dit à Cécile, allez, planque-toi au premier, mets-toi dans ton atelier. On laisse le chauffage jusqu'au bout. Tu restes avec Stéphane et Scotty. Mets la bouteille de vin pour les types là, un petit peu au frais. Le casse-croûte pour nous tous. On commence, on attaque. J'ai pas besoin de Marcel, j'ai besoin de personne. Et de toute façon, ils ne me laisseront rien porter. C'était entendu. Ils prennent tout ce qui est prêt. Le camion est venu, à cul. Le chef des déménageurs, ils étaient 2. M'a dit, on a eu de la haine, hein, parce que vous savez, hier, on roulait mal, c'était dimanche. Mais ça roulait mal en bas. Et puis, je vous promets pas que demain, ça roule bien. Si on pouvait tout charger dans la matinée, on ferait une grande partie de la route dans l'après-midi. Quand on sera arrivé à la hauteur de Moulins, on verra. Et vous, vous faites comme nous. Ah, ben moi, j'arrive ce soir là-bas. Je vous attends demain sur le coup de 10h midi, enfin, moi, j'y suis en tous les cas dans la soirée. Le camion s'est chargé petit à petit. À midi, c'était plein. Il bâchait, il fermait, il me faisait signer le papier. On buvait un pot. À demain, le cousin. Vous avez bien le plan, on a le plan. Faites très attention, la route à un moment donné devient très serrée à partir des bergères. On fera attention. Pour entrer, pas facile non plus, je vous l'ai déjà dit, mais le portail est juste pour vous laisser rentrer. Sinon, si ça rentre pas, faudra tous taper. Il y a une allée qui est assez grande, ça serait pas rigolo. Voilà. On se fera aider peut-être par un voisin, je connais un petit peu quelqu'un là-bas. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne route, soyez prudents. À demain. Je suis monté au premier étage, j'ai dit à Cécile, voilà, dans 1 minute, tu vas entendre le gros camion se mettre en marche. Toute la maison est vide maintenant. On s'est serrés tous les 4. Puis on a entendu et le camion a monté, tout doucement. Ça craquait sous les pneus. C'était bon la cendre que j'avais mise. Le ciel était clair. Mais sur Breno, c'était de plus en plus noir. Cécile m'a dit, on se fait chauffer une dernière petite tasse de café. Un bon thé pour toi, un bon café pour moi. On essaye de faire manger un tout petit peu Stéphie et Scotty. Il est quelle heure? Il est 1h30. On se met en route comme on avait dit, aussitôt après. Allez les enfants, on descend. Quand on parlait, ça résonnait. Jamais la maison n'avait été comme ça. Elle était pas triste. Elle était comme retournée. On aurait dit que c'était la neige qui était venue sur les murs. Le blanc était aveuglant. Il y avait quelques gens au village qui étaient là-bas vers la fromagerie. Ils avaient regardé le camion. Ils se disaient sans doute, ça y est, c'est fait. Ils sont encore dedans, mais ils vont fermer les volets. Ouais, j'ai commencé à fermer tous les volets. Cécile allumait pour la dernière fois la cuisinière à Butagaz. J'ai entendu la casserole. C'était celle qu'on allait laisser. Tous les volets fermés, je suis arrivé dans notre cuisine. On laissait cette table avec les chaises autour. Elle avait préparé une petite biscotte, pas avec du fromage, mais avec un petit morceau de sardine. Le père Stéphie a mangé. Ça allait. Scotty n'a pas voulu. On les a remis chacun, l'un et l'autre, l'un après l'autre, dans leur caisse. Allez, pipi, pipi. Cécile a fait couler l'eau pour donner des envies. 0. Scotty avait pissé le matin de bonne heure. Ça allait, il pourrait tenir.
Stéphie n'avait pas pissé depuis la veille. J'ai bu mon café, Cécile a bu sa tasse de thé. Je tremblais et elle tremblait. Je suis descendu, j'ai coupé la chaudière. On a mis les chats dans le panier. Chacun le panier. On s'est bien recouvert. Dernière cigarette. Cécile a baissé les épaules. Elle a dit, je ne peux pas regarder la maison, je ne peux pas lui dire au revoir. Dis-lui au revoir pour moi. Laisse-moi monter, je vais dans la voiture la première. J'ai vu Cécile avec ses 2 paniers, un à chaque bras, monter la petite côte, faire elle aussi un petit peu de bruit en montant, en craquant. Stéphane a poussé un tout petit cri, il n'aimait pas être dans un panier. Et puis Cécile a disparu, elle est allée vers la voiture. J'ai entendu la portière s'ouvrir, puis je l'ai entendue se refermer. Elle avait dû poser les 2 paniers devant. Elle pouvait mettre ses jambes sur le côté. J'ai tiré le dernier volet. J'ai coupé le compteur. Au revoir la maison. Au revoir. J'ai tiré la porte, tourné la clé. Je me suis arrêté 1 seconde chez Marcel. Voilà la clé. Le notaire viendra la chercher, la remettra au futur propriétaire. Je vous embrasse. Au revoir, Marcel. Marcel est rentré. Il ne parlait pas. Je suis allé dans la voiture. J'ai mis le moteur en marche. J'ai dit à Cécile, maintenant, bonne route, chérie. Stéphie, bonne route, mon petit poussin. Scotty, bonne route, mon petit bonhomme. Et vous, les dessins derrière, faites pas chier, bonne route. Maintenant, on va vers une autre vie, Cécile. Tu verras que tu seras bien. Que moi, je serai bien. En avant, en avant. J'ai commencé à rouler. J'ai pas voulu regarder dans la direction de la fenêtre de Marcel. J'ai regardé un peu dans la direction de Zani, qui était vraiment l'ordure du village. J'avais envie de lui faire un bras d'honneur, mais c'était pas la peine. Griot n'était pas là. Griot était dans sa cuisine, et du fond de la cuisine, il devait pouvoir me regarder. 1 seconde, j'ai pensé à la tête de bœuf. Nayo était là. Lui, avec sa pelle, c'était une sorte de cantonnier, con comme la lune. Il a fait un petit signe de tête, à te faire foutre. On a attaqué tout doucement. On a dépassé la dernière maison. On est arrivé en dessous de la Bertinière. J'ai ralenti, j'ai dit à Cécile, tu veux regarder le village une dernière fois? De là, non, je veux pas. Eh ben, je le regarde pour toi. Salut, Lacou. Et j'ai commencé à accélérer. Je suis arrivé à la grande route. J'ai pris en direction de Corlier. J'ai roulé tranquillement, calmement. Je laissais tout le monde me passer. On est arrivé à Corlier. On a traversé lentement. Il y avait là la grande descente jusqu'à Jujurieux. Une fois à Jujurieux, il me semblait que le trait avait vraiment été tiré, que Lacou se trouvait sur les montagnes. Nous avions quitté les montagnes. Il y avait entre la plaine et les hauts plateaux toute cette différence dans les caractères, dans les couleurs, dans les bruits. Cécile et moi, nous avons vraiment poussé un soupir en atteignant Jujurieux. Nous partions vraiment. Nous venions de quitter une enveloppe de chair, une enveloppe de vie. Cécile regardait. J'avais l'impression que dans très peu de temps, elle commencerait à fermer les yeux, à se laisser aller à une sorte de demi-sommeil. Stéphie ne bougeait pas, ne miaulait pas. Scotty ne disait rien. Scotty a toujours été un chat silencieux. Je pensais à la maison vers laquelle on allait. J'avais pas une crainte, mais la grandeur de la nouvelle maison, ferme entièrement reprise maintenant, elle est énormément contrastée avec celle que l'on avait. Nous étions dans 6 petites pièces, dont 2 étaient presque minuscules. Et là, nous allions vers une maison qui avait près de 8 pièces, dont peu étaient minuscules. C'est moi qui avais voulu voir un peu grand, Cécile n'était pas contre.
Les pièces existaient, il fallait seulement les faire communiquer les unes avec les autres. Je me demandais, dans ces nouvelles pièces, sachant que mon atelier serait la grande, comment est-ce que j'allais faire? Il y avait cette hauteur. C'était la pièce la plus grande dans la longueur, de largeur modeste, 3,50 m, mais de hauteur peut-être 4 mètres. Je sentais que ce serait là, peut-être que, non pas la difficulté, mais une mise en train serait plus longue. Encore que je ne la connaissais que entièrement vide, maintenant, avec les meubles, avec mes disques, avec tous mes cartons à dessin, tout pourrait certainement changer. On ne partait pas pour avoir une maison plus grande, on partait pour que Cécile soit mieux. Mais quand même, malaxé à tout ça, il y avait aussi Cécile sera mieux, mais peut-être que moi, je changerai aussi un peu. On roulait donc vers Crevant. On allait traverser la France de presque d'est en ouest. Je me laissais aller à visiter cette grande maison que l'on atteindrait certainement vers 10 heures, peut-être vers minuit. J'allais insensiblement, sans faire d'effort, de cette nouvelle installation à l'autre qui me revenait de temps en temps par bribes depuis que nous avions mis en route ce déménagement. L'autre maison à laquelle je pensais, c'était le 5 de la chaussée du Pont, là où mes parents avaient été concierges, et là où moi j'avais passé 16 ans, dans cette pièce que je n'osais plus maintenant appeler la cave, et qui avait été une pièce touchant toutes les autres caves, mais je crois bien préparée par mon père et dans laquelle je n'avais jamais eu froid. Au contraire, tout serré, mon lit contre celui de la grand-mère, j'étais bien. Quand nous avions dû la quitter, parce que ma mère avait réussi son grand coup, comme elle disait, au premier étage de la maison, l'une des locataires venait de mourir. Elle avait réussi à décider le propriétaire à nous laisser monter là. Ça avait été pour moi un énorme bouleversement. La nuit, j'étais gêné. Je sentais que l'air était plus frais qu'en bas, alors que ça aurait dû être le contraire. Et quand je me levais, je ne retrouvais plus rien. La grand-mère, je l'ai déjà dit, avait peur. Elle avait beaucoup plus de place, ce qui aurait dû lui éviter de se cogner, et elle ne cessait pas de m'appeler à son secours. Viens, aide-moi, je ne sais pas où j'en suis. Je me demandais, que va faire Stéphie? Stéphie, ce sera un peu comme la grand-mère. Bon, Stéphie n'est pas aveugle. Scotty, lui, ne pouvait rien dire, si un chat peut dire, mais Stéphie n'était restée que très peu de temps avec nous à la cour. 3 mois, je crois, à peine. Un chat n'a pas tout à fait le temps de s'habituer. Alors que Stéphie, 10 ans à la cour. 10 ans à aller dehors, à rentrer, à rencontrer son copain Pompon. Stéphie allait être, non pas un petit problème, mais une question pour nous. Quand le laisser sortir? Quand comprendre et croire qu'il était entièrement fait à la maison, que tous ses points de repère maintenant avaient été reposés, replacés, et que en toute sécurité ça se verrait. Il sortait sans craindre ni sa gauche ni sa droite. Je ne voulais plus déchirer ma vie, notre vie. On a dépassé Mâcon. On a roulé vers Charolles. J'ai commencé à voir les premières plaques indiquant Moulin Montluçon. On est entré dans une grande forêt. Il a fallu que je mette mes lumières. Le jour allait disparaître dans la demi-heure venant. Je regardais ma montre. Normalement, sans problème, sans pépin. On devrait se trouver à 10 heures, peut-être même un peu avant, à la maison. Cécile, elle, tout doucement, descendait dans la chaleur de la voiture, dans le bon ronronnement du moteur, dans le silence absolu de Stéphie. Moi, très sagement, j'avançais, je chassais devant moi des tas de petites images qui voulaient prendre tout de suite une place. Ma mère arrivait, que je repoussais.
L'oncle revenait dans ma tête, je le repsais. Le fauteuil que j'avais dû plier, dans lequel j'avais vu cette drôle de chose vivante qui me regardait. Je l'avais bien plié, bien protégé. Cécile ne voulait pas que le fauteuil voyage avec des risques de détérioration. Elle m'avait dit surtout, recommande-leur, ce fauteuil-là, c'est la police du frère de mon père qui le recouvre. Il doit aller jusqu'à Crevant, il doit aller plus loin que nous. Ce fauteuil, j'avais pensé le mettre dans le grand atelier. Et puis, à mesure que les jours nous rapprochaient du déménagement, je lui trouvais une autre place. C'était cette nouvelle grande table que j'avais achetée en allant une fois visiter la maison avec Cécile, qui m'intéressait, m'attirait. Pour une fois, j'aurais une table de 2 mètres de long. J'aurais enfin de l'espace. J'aurais pu avoir une table semblable là-haut dans mon atelier sous les toits, mais non. Je m'étais servi jusqu'au bout d'une table montée sur tréteau et ça m'allait bien. Celle-là, c'était la seule nouveauté avec 2 buffets. À la cour, il n'y avait pas de buffet, pas besoin de buffet. Tous les placards étaient dans les murs. On n'avait besoin que de lits, chaises, tables. Là où on allait, il n'y avait pas, ce n'était pas la coutume, de placards dans les murs. On avait donc prévu et acheté 2 buffets, pas très loin de Crevant, chez un brocanteur. Cécile me disait, ça me fera tout drôle d'aller chercher des affaires dans des placards. Il avait fallu aussi une armoire. Dans l'autre chambre, il y avait 2 placards. Là, il y aura une armoire. Je me demandais, est-ce que partout où j'irais, je ne déchirerais pas, je ne clouerais pas, je n'arracherais pas après ce que j'ai cloué. Si je regarde, mais je ne devrais pas regarder. Pour le moment, je dois rouler. Rouler doucement. On arrivera sûrement. Je ne peux pas m'empêcher de me dire, partout où je suis passé, j'ai déchiré. J'ai même déchiré de la vie. Si seulement je pouvais changer, là. Si je pouvais ne faire que du dessin. Prendre des notes. De temps en temps, m'essayer un peu à la peinture. J'aurais tellement envie et j'ai tellement reculé toute ma vie. Je ne me suis pas trompé, mais les boîtes qui ont été si importantes pour moi, faire des tâches, c'était... Ça a été tout. J'ai essayé de tenir des pinceaux, mais il y avait les tâches qui m'attiraient. Ça supprimait les pinceaux, ça utilisait les doigts et la main. Il fallait écraser, étaler, étirer sans pinceau. Je me suis interdit ou je me suis empêché par les tâches ce travail qui peut-être m'aurait équilibré un peu plus. Je n'ai pas pu. Et quand j'ai utilisé le pinceau, et à la coup je l'ai fait, je l'ai utilisé à partir de tâches. J'avais besoin de faire une tâche sur le papier et le pinceau étirait la tâche, étalait la tâche. Je faisais une tâche avec le pinceau. Tout a toujours commencé avec la couleur, par une tâche. Ça n'était pas ça, tenir un pinceau. Pinceau, c'était une toile vierge, ou un carton, ou une feuille de papier. Je mets de la peinture sur une palette, je viens la chercher avec mon pinceau et je la pose. Je n'ai jamais posé, j'ai toujours jeté. Au fond, tu veux dire que tu as toujours déchiré. Oui, c'est ça, j'ai toujours déchiré. J'ai toujours déchiré ou arraché. Sauf avec le crayon. Sauf avec la plume. Avec la plume et le crayon, je n'ai pas arraché, je n'ai pas... On est arrivé à Moulins. On a contourné Moulins. On est sorti de Moulins. J'ai dit à Cécile tout bas, même si tu dors, écoute, on vient de dépasser Moulins. Elle a fait, oui, je sais, je dors, je me repose un peu, c'est bien. On est dans la maison dans 1 heure. Non, un peu plus, Moulins, Crevant, il faut compter 2 heures, 2 bonnes heures. Dors. Stéphie n'a pas encore bougé. Moi, j'ai pas envie de dormir. J'arrête pas de me raconter des histoires. Si tu veux, je peux raconter les histoires à haute voix. Non, je voudrais me reposer. Bien, dors, dors. Je jette un coup d'œil vers Cécile. Elle a sa tête sur le côté.
Bientôt, elle va toucher mon épaule. Ce matin, c'était la dernière toilette, à la cour. Elle était toute nue dans la petite salle de bain. Moi, je me dépêchais. Je venais de voir le blanc un peu partout et j'avais envie de courir vers Marcel pour lui demander « Alors, vous êtes tombé ?» Je l'ai regardé. Il y avait l'eau qui coulait sur son dos. J'ai vu la cicatrice, la marque. Je suis descendu plus bas, j'ai vu les reins, les fesses, les plis qui sont là, qui commencent à se faire. Je me suis regardé moi aussi dans la glace. J'étais plié un petit peu partout. Quelquefois, je me dis « Oh, plissé parce que plié, plié parce que toujours assis. » Pas sûr. On a un peu les sexes qui se déplument. Dans les plis, il y a des ombres. Oui. Ça fait déjà 30 ans. Oui. Tout à coup, je retrouve un petit morceau de rêve. Je l'ai conservé malgré le temps. Quelque chose que j'avais fait quand on était au premier étage. C'était dans ma chambre. Je la trouvais froide. À la cave, je trouvais qu'on avait toujours très chaud. Contrairement aux affirmations de ma mère, d'être monté ne nous avait pas améliorés, ma grand-mère et moi. Et puis j'avais rêvé. Rêvé que j'étais un autre. Que quand je regardais dans la glace, dehors, qui était collée à la devanture de l'épicerie, là où les femmes aimaient bien en passant se jeter un petit clin d'œil. J'avais retrouvé la glace, je m'étais placé devant. Celui que je regardais, c'était pas moi, je ne me reconnaissais pas. Je l'avais quitté, je marchais dans la route de la Reine. J'allais d'un trottoir à l'autre. J'avais eu peur. Pourquoi est-ce que c'était pas moi dans la glace? J'avais toujours l'impression que si quelque chose devait arriver, en me regardant dans une glace, ça serait l'oncle que je verrais. Je n'ai jamais trouvé l'oncle dans une glace. Je me suis toujours souhaité de ne jamais l'avoir devant moi. L'oncle mort, c'était mort. Les années n'ont jamais rien effacé. Mais ce qui me semblait curieux, tout en conduisant, c'était de retrouver des morceaux de mon rêve. Je ne retrouvais pas la totalité du rêve. Mais ces morceaux que je retrouvais étaient parfaits. C'était des morceaux d'une pureté. C'est comme si j'avais eu 10 ans, 12 ans. Dans le dessin, c'est quelquefois pareil. Il y a des états où on attend que quelque chose se manifeste, et quand ça se manifeste, ce qui vient, qui ne surprend pas, c'est un petit morceau. Un petit morceau dont on sent qu'on savait qu'il allait venir. La nuit est entièrement venue. On vient de traverser Montluçon. Cécile parle à Stéphie. Stéphie répond. Scotty doit être crispé dans le fond de son panier. Cécile passe sans doute un doigt dans les petites ouvertures du panier. Elle dit à Stéphie, « Stéphie, c'est mon doigt. » Stéphie doit s'y frotter. Il doit ouvrir la bouche. Il est possible qu'il mordille le doigt de Cécile. Cécile se met à rire tout doucement. Il me mordille. Oui, je sais. Le voyage est presque terminé. On a dépassé Montluçon, tu te rends compte. On y est, maintenant c'est vraiment dans une heure. Pour Cécile, c'est la découverte d'une maison qu'elle n'a vue qu'une fois. Les travaux n'étant pas faits, rien n'était fait. La maison en l'état, comme elle était, quand on l'avait visitée. Mes voyages pour les travaux, je les ai tous faits seuls. J'ai vu petit à petit l'aspect général se modifier. Cécile n'a rien vu. Elle se serre contre moi. D'où venons-nous, me demande-t-elle. Oh, je lui dis, je pourrais te répondre qu'on vient de la cour, mais c'est pas ça. Non, je me demande d'où venons-nous. Tu sais, souvent, je me dis que ce n'est pas vrai. Je ne viens pas de Lituanie. Et peut-être que ce n'est pas vrai, tu ne viens pas, toi, de Boulogne. Pourquoi nous sommes-nous rencontrés? Est-ce que toi, tu as quelquefois des idées comme ça? Je me sens perdu. Quand ces idées-là me viennent, c'est vraiment l'affolement. Si tu as des idées qui viennent et qui ressemblent un peu à celle-là, tu es affolé. Dis-moi, Fred, tu es affolé? Je n'ai pas ces idées-là, j'ai d'autres idées. J'ai même d'autres peurs. Mais enfin, je ne vais pas dire que je t'envie, mais je me dis, si j'avais été comme toi, loin en Lituanie, je ne me demanderais pas d'où je viens. Oui, mais
La Lituanie, c'est... Au fond, il n'y a que toi pour m'en parler. Mon père en parle peu, il parle plutôt de la Russie. Et la tante, elle ne parle que de son père, que de sa mère, que de ses frères, de ses sœurs. Je les ai tous connus, mais je n'ai pas plus connu la Lituanie que je n'ai connu ma mère. J'ai connu la maison de haut-papa, j'ai connu la maison de ma tante, j'ai connu la maison des parents de mon père. Mais la Lituanie, je ne sais pas. J'étais peut-être trop jeune ou on ne bougeait pas. Tu sais, dans ce temps-là, c'est comme toi. Tu n'as pas beaucoup quitté Boulogne? Non. Alors je me demande toujours, mais d'où venons-nous? Là, je suis encore dans la cour. Mais dans très peu de temps, dans un mois, peut-être même avant, je me dirais, je sais que la cour a existé, mais d'où vient la cour? Je ne peux pas répondre à tout ça. Mais enfin, je suis contente ce soir. On n'a pas eu d'accident, on roule bien. Stéphie a été sage. Hein, tu as été sage, Stéphie. Stéphie répond, miaou. Et on est à la maison maintenant dans moins d'une heure. Tu reconnais, toi, là? Tu sais où tu passes, là? Ouais, on va passer à Châteaumeillan. Cécile sommeille encore un peu. D'où venons-nous? C'était à peu près ce que je me posais comme question quand j'avais 16-17 ans. D'où je venais, sans jamais oser me demander où j'allais. J'étais convaincu que je n'irais pas loin, que ma vie serait très courte. Rien ne m'avait fait croire à un point que j'aurais voulu atteindre. L'usine